Les opérateurs elliptiques sont la classe d'opérateurs différentiels du deuxième ordre qui généralise le Laplacien. Donc, deuxième ordre, ça veut dire que on est en train de prendre une combinaison des dérivées partielles d'ordre 2, d'ordre 1 et d'ordre 0 de la fonction u considérée. Donc ici on somme sur i et sur j variant de 1 jusqu'à n, et là i de 1 jusqu'à n. Et là-dedans, on supposera que les coefficients AIJ, BI et C peuvent être variables, définis sur un ouvert, et que ce sont des fonctions, donc disons définies sur un ouvert oméga valeur dans R, continues. On verra quelles hypothèses de régularité on mettra par la suite, mais supposons cela pour le moment. Et puis on supposera également que la matrice AIJ en chaque point X est une matrice symétrique. D'accord. Alors la définition est la suivante. L'opérateur L sera dit elliptique si tout simplement la plus petite valeur propre de L est strictement positive. C'est-à-dire que la matrice en fait est positive. Donc si sa plus petite valeur propre est positive pour tout x appartenant à oméga. Donc une autre façon de l'écrire, c'est de dire que pour tout vecteur xi non nul, on aura que lambda de x fois norme de xi au carré est strictement positif. Et ça, c'est plus grand ou égal au produit de a de x xi scalaire xi. Et c'est lui-même plus petit ou égal que lambda de x fois norme de xi au carré, ou ce coup-ci, grand lambda de x, ça sera la plus grande valeur propre de la matrice. Et donc au passage, ce a de x xi scalaire xi, on peut aussi l'écrire la somme des AIJ xi xij. Alors enfin, on va avoir besoin de la définition d'uniforme ellipticité. Donc on dira que L est uniformément elliptique si de plus le rapport entre la plus petite valeur propre et la plus grande valeur propre est borné dans l'ouvert considéré, c'est-à-dire dans oméga. Alors passons à quelques exemples, et dans cette vidéo on va regarder un exemple qui est celui de l'opérateur de Laplace après changement de variable. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se donner un C2 difféomorphisme phi, donc défini sur l'ouvert oméga, valeur dans un ouvert U, qui à x va associer la nouvelle coordonnée y qui est égale à phi de x. Et puis, si on a une fonction u qui est définie sur oméga, on lui associera une fonction v qui, elle, est définie sur u par la formule suivante. Donc il nous reste à calculer ce que vaut le Laplacien de u par rapport à v. Donc si je calcule la dérivée de u par rapport à x1, qu'est-ce que j'obtiens? C'est que ça doit être égal à la somme des dérivées de v par rapport à chacune des composantes yi fois la dérivée de yi par rapport à x1. yi, c'est la ième composante de phi par rapport à x1. Et puis si on redérive une deuxième fois par rapport à x1, on va utiliser la règle du produit. Donc on va avoir d'abord des dérivées partielles de v par rapport à yj, donc fois des dφi sur dx1, dφj sur dx1, par le même calcul que précédemment. Et un deuxième terme qui va être la somme des dv sur dy fois la dérivée seconde de phi par rapport à x1 au carré. Voilà, donc on peut calculer toutes les autres dérivées partielles d'ordre 2 de la même manière. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve finalement que le Laplacien de la fonction u va être égal à quoi? Eh bien, on avait une somme maintenant qui va varier à la fois sur i, sur j et sur k, des dérivées partielles d'ordre 2 de la fonction v par rapport à chacune des coordonnées y, yj. Et puis maintenant, ce coup-ci, on a les dφi sur dxk, dφj sur dxk. Et le deuxième terme, qu'est-ce qu'on avait dedans? On avait la somme des dv sur dy
Et puis on avait finalement le Laplacien de phi i qui restait. Voilà. Alors, on a bien un opérateur du deuxième ordre. Les coefficients a et j vont être égaux à la somme sur k de ces choses-là. Et les bi vont être égaux au Laplacien de phi i. Et le c est égal à 0 dans cet exemple. Alors, il nous faut vérifier quand même la condition d'ellipticité. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va calculer AIJ, XI, XIJ, faire la somme. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une somme, là, sur 3 indices, à nouveau. D phi I sur dxk, D phi J sur dxk, fois du XI, XIJ. Et alors, si on regroupe le premier et le troisième terme, on s'aperçoit en fait qu'on a quoi? La dérivée par rapport à xk du produit scalaire de phi et de xi. Et si on fait la même chose avec le deuxième, on a encore la même chose, donc on a le carré de cette quantité-là. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé le gradient de phi scalaire xi, sa norme au carré. En multipliant et en divisant par la norme de xi au carré, on peut encore réécrire cette quantité comme norme de xi au carré fois le gradient de phi fois le vecteur xi sur norme de xi. Le tout norme au carré. Et ce vecteur xi sur norme de xi, c'est un vecteur unitaire, donc je peux lui donner un nom, l'appeler E. Et donc ce qu'on est en train de regarder, c'est le gradient de phi scalaire E. Donc si on calcule la jacobienne de phi dans une base B qui s'écrirait, disons, E pour la première composante, et puis après d'autres vecteurs E2 jusqu'à En, eh bien, cette matrice jacobienne, qu'est-ce qu'elle va avoir comme première colonne? Elle va avoir exactement le gradient de phi scalaire E comme première colonne. Et comme on sait que phi est un C1 difféomorphisme, eh bien, le déterminant de cette jacobienne est non nul, et donc cette colonne ne peut pas être entièrement nulle. Donc ça nous dit que le coefficient qui est là est bien strictement positif. Et donc ça, c'est bien strictement positif, qui est la condition nécessaire pour avoir l'ellipticité.